Chers téléspectateurs, bienvenue sur la télévision nationale d'Haïti à l'heure de notre rendez-vous hebdomadaire Culture 8. Comme vous le savez, chaque semaine, la magie s'opère au restaurant Ayoli à Pétionville où nous vous permettons de rencontrer l'une de vos personnalités préférées évoluant dans la sphère culturelle ici en Haïti ou encore à l'étranger mais faisant la fierté de notre pays. Eh bien, aujourd'hui, je vous sers carrément du Bitova Oba. Bitova Oba, appelé affectueusement notre Bitove national, est né en 1964. Fils du grand peintre Charles Oba, il est le cadet d'une famille de 5 enfants. Chanteur, guitariste, Bitova est aussi l'un des compositeurs les plus doués de sa génération. Son nom, en référence au génie beethoven, était destiné à lui assurer une pompeuse carrière, du moins selon les désirs de son père. À la fin des années 80, il démarre à petit feu sa carrière en tant que compositeur. Il offrait ses services à Mano Chalmagne, Émile Michel et tant d'autres encore. Ses pas en tant que chanteur se font dans des circonstances particulières à la fin de l'année 87. Il a dû remplacer Mano Chalmagne, victime d'agression alors qu'il devrait enregistrer le morceau Noël en mai. En 1988, Bitova remporte le prix Découverte RFI. 2 années après, il publie Le Chant de la Liberté. Le parolier gagne alors en popularité auprès de ses concitoyens. Il va ensuite tenter de conquérir la scène internationale. Il collabore ainsi donc avec le groupe Malavoie et accourt son premier album baptisé Si en 1993. Il enchaîne avec son deuxième opus, Pas pressé, en 1996 et confirme définitivement son talent sur la scène internationale. Désormais, on le remarque dans tous les grands festivals francophones, dont Bourges, La Rochelle en France, ce qui lui vaut quelques collaborations avec des artistes afro-antillais comme Thierry Fanfan et Étienne Mbappé. Quelques années plus tard, Beethoven troque le blues pour un rythme particulier qu'il a lui-même créé, le kubabra, un assemblage de rythmes cubains, brésiliens et haïtiens. En 2006, notre troubadour national est nommé ambassadeur de la paix pour l'Organisation des États américains et anime le concert pour la paix organisé à Port-au-Prince le 25 mars de la même année. Toujours fidèle à son statut d'artiste engagé, Bitova annonce pour la fin de l'année 2019 un 7e album de la même envergure que les précédents, un disque qui couronnera ses 30 ans de carrière. Merci de m'accueillir sur ce plateau. Je salue les téléspectatrices et téléspectateurs de la chaîne 8 et je suis très heureux d'être ici avec nos auditrices et merci de m'ouvrir cette fenêtre qui donne sur nos auditrices et auditeurs. Et j'étais en train de te dire tout à l'heure à quel point que c'est un plaisir, en même temps un honneur pour nous gagner là, je dis, dans la culture 8. Moins honoré, surtout parce que, quand on dit, moi des jeunes à écouter musique, moi des jeunes à poser une question, je trouvais que son bail est formidable, ça veut dire qu'il y a de l'avenir, il y a des gens qui ont pensé à ça m'a fait et encore j'ai une place dans la société, ça me fait plaisir, je suis content. Eh bien, ce qu'on va faire dans les prochaines minutes, c'est essayer de retracer ton parcours du début jusqu'à là où on en est, là maintenant. Donc, on va commencer avec ta vie à Arcachon. 34. Oui, 34. Et donc, déjà, il y a 30, 32. Il y a 32, il y a 34, oui, c'est vrai. Déjà, tu as perdu ton père très jeune, à l'âge de 5 ans. Et dans des circonstances mais vraiment tragiques, et tu as été élevé avec tes 5 frères. Tes 4 frères, vous étiez 5 garçons, et donc avec ta mère seulement. Donc explique-nous comment c'était cette vie-là, ce Bitova-là. Un Bitova magnifique qui a connu le père à l'âge de 5 ans, je pensais que j'ai vu des périodes extraordinaires. Un Bitova qui a vécu des moments difficiles après le départ du père, parce qu'il faut se dire qu'une famille, un foyer sans un père, c'est comme quelqu'un qui a perdu un pied. Et donc, comme quand surtout dans ma famille, le père jouait le rôle important de la famille, donc on dirait qu'il avait perdu les 2 pieds, que ma famille avait perdu les 2 pieds. Cela ne nous a pas empêchés d'avoir une éducation extraordinaire, puisque ma mère fut une femme extraordinaire, une femme qui a compris qu'il fallait se lever tôt et qu'il fallait éduquer toute seule ses enfants. Elle a tout fait pour qu'on devienne ce qu'on est aujourd'hui. Je ne suis pas le seul, j'ai mon frère aîné qui s'appelle Kléber, je suis Bitova, il y a ensuite Alix, le 3e, il y a Longy, qui est dans tout ce qui est d'ordre décoration, etc. Et Emmanuel, qu'on connaît, que tout le monde connaît ici, puisque c'est le chanteur à titre de musique.
Donc, chacun arrive à faire son chemin. Nous sommes tous encore vivants, Dieu merci, et nous assurons notre poste en tant que père auprès des enfants que nous élevons. Mais à 17 ans, tu as vécu un autre drame encore plus tragique. Tu as perdu maintenant ta mère. Qui est partie, j'allais avoir 17 ans. Je n'avais pas encore 17 ans. Je suis né en mars, ma mère est morte en février. Donc cela t'a placé dans une position assez délicate. Je suis devenu le responsable de la famille. En fait, pourquoi le responsable? Parce que j'avais un frère aîné. Mon frère aîné, ayant été profondément atteint de la tragédie du départ du père, et ne pouvait pas, si je peux le dire, assurer. Et donc, c'est moi, j'avais la tâche d'assurer tout ce qui devait être fait à la maison. Et donc, à l'âge de 16-17 ans, eh bien, c'est moi qui me rendais, par exemple, à des réunions de parents. Je représentais mes frères, mes petits frères, et je me faisais représenter par un cousin qui était avec nous à la maison. Donc okay. C'était pas évident, c'était vraiment difficile. On va maintenant à la génération post-86, je vais dire, après le départ du Duvalier. Ouais. Vous n'avez pas commencé comme chanteur, mais plutôt comme auteur-compositeur. Donc, pourquoi ce choix? Est-ce que dès le départ, vous n'étiez pas intéressé à être chanteur, mais vous avez plutôt préféré laisser les autres porter votre texte? Non, je ne me sentais pas chanteur. Je n'avais pas cette option-là. Je ne croyais pas que j'avais aussi une feuille de route qui concernait ce statut-là. J'ai commencé à jouer très jeune, à 14 ans. Je jouais déjà de la guitare. J'ai commencé à utiliser l'accordéon de mon père, etc. Et je composais dès l'âge de 16 ans. Heureusement, j'ai été quand même encadré dans un espace où la musique était reine. Même au Collège Saint-Pierre, il y avait plein de musiciens, il y avait beaucoup d'interprètes. Et Marie-Mire Katanga que j'accompagnais au Collège Saint-Pierre, ensuite Emeline Michel que j'accompagnais au Collège Saint-Pierre. Donc, il ne m'était pas important d'interpréter. J'étais un accompagnateur alors. Par contre, au fil des temps, je commençais à fredonner tout seul. Et c'est un jour, mon frère m'a dit, écoute, tu dois chanter tes morceaux tout seul. Mon frère aîné, il m'a dit, Bitova, tu dois chanter ton morceau parce que c'est un titre que Mano Charlemagne allait interpréter et il n'a pas eu la possibilité de venir en studio. Et mon frère me dit, bien, chantez mon morceau à Diable. Et de là, c'est parti. Donc, ce titre-là a eu le prix international de Radio France. Le prix Découverte RFI. Découverte RFI 88. Et bien voilà. Et vous avez aussi raflé les 2 premiers prix du concours américain. Les 2 premiers prix, je les ai raflés en 88, mais avec la voix d'interprète. Oui, avec Emeline Michel. Pour le 2e prix, Coller les épaules, qui est un texte écrit par Pascal Jean Winer. Et La Gueule, je comprends tout à fait, mais j'imagine que tu n'as pas cet âge-là. La Gueule à 88, ça nous fait 30 ans. Donc, et La Gueule, c'est Mano Oba, qui est le chanteur de Musique qui a chanté ce morceau. Peuple sous la tête, en dépalité, on s'il des nègres habité pour ça changer. Sous affaire liberté, en pilote nation l'aidé. Nègre vaillant, nègre nago, nègre gawomé. Non pas tout sous la terre, on dit c'est un palier. Mais poussière tout m'en fait pas qu'à clé. Oui, même fort de tout ce succès, en 88, après avoir gagné tous ces prix, tu as quand même décidé de partir à Porto Rico pour faire des études en administration. En fait, je ne dirais pas décision. Je dirais que Est-ce parce que tu ne te sentais pas encore prêt
à embrasser une carrière? Non, je ne suis pas parti. Je ne suis pas parti. Même après avoir gagné ces prix-là, je ne m'étais pas considéré comme un artiste. Je veux dire, j'étais un auteur-compositeur, je composais. J'avais beaucoup d'amis musiciens autour de moi qui pouvaient interpréter mes morceaux, tels que Emeline, même Mano Charlemagne. Mano Charlemagne fut quand même un interprète extraordinaire de mes morceaux. Et Jean Dauphin, James Germain, etc., des artistes qu'on ne connaît même pas. Bon. Et donc, quand je suis parti à Porto Rico, ce n'était pas je ne vais pas dire de plein gré, je n'ai pas décidé d'aller à Porto Rico. J'ai eu le privilège, j'ai eu l'avantage, grâce à une tante, d'être gratifié d'une bourse, d'une demi-bourse. Et cela m'a permis d'aller faire des études d'administration. Je suis gradué en business, comme on dit, administration commerciale, et j'ai eu une sorte de grade associé, ce qu'on appelle un grado associado, qui est un certificat en musique. Donc ça m'a permis de faire les deux. Et comme je le dis souvent, je dis, s'il n'y avait pas la musique, je n'aurais pas eu mon diplôme en administration commerciale. Ok, super. Ça m'a permis de balancer les choses. Et si l'on continue sur cette même lancée, en revenant au pays en 92, je suis toujours dans les bonnes dates, j'espère. 92. Oui. Donc, tu aurais pu être un cadre à la banque, mais tu as choisi de partir. Comment faire comme ça? C'est le travail de tout votre journaliste, ça, de se Magnifique, documenter. félicitations. Oui, bien sûr. En fait, c'est vrai. J'ai été côtoyé par les meilleurs de la banque, de la place. Nous sommes clairs que dans cette société, il faut connaître les autres. Et j'avais fort heureusement, des amis qui étaient haut placés, bien placés dans les domaines d'administration de banque, etc. ici, et qui m'ont dit, écoute, ta place est là. J'avais une proposition assez alléchante. Voilà, mais tu as choisi de suivre le groupe Malavoie. En fait, toujours pas. C'était toujours pas un choix. Je pense que j'ai été happé par ce métier-là. Je pense que c'est la mission qui m'a choisi. Dans le sens où, quand j'ai eu cette proposition, c'était un ami d'enfance, qui est plus mon aîné, mais qui a vécu dans notre quartier, qui me connaît très bien, tout enfant, et de mon jeune âge, très jeune âge, qui m'a dit, écoute, aucun souci, tu as un poste qui t'attend. Mais en fait, et je lui ai dit, accorde-moi une année sabbatique parce que je venais d'enregistrer le Noupamoun avec les Malavoie en 92 et je lui ai dit, ils m'ont demandé de faire une tournée, je ne peux pas honorer ma tâche si je choisis d'être à la banque auprès de ces musiciens-là, donc j'aimerais préférer avoir une année sabbatique. Il me dit, il n'y a pas de souci, on t'attend. Et comme je suis parti en tournée, et j'ai rencontré le producteur, j'ai sorti mon album et c'était l'autoroute. Et on sait que l'album Si a été vraiment un succès énorme. Qui n'est pas le premier album, hein, contrairement à ce que l'on pense. Le Chant de Liberté est un premier album. Justement, parlant de Chant de Liberté, selon les dires, c'est un album qui, on peut dire, a pris sa source de ce que tu as vécu après la mort de ton père. Est-ce que... Il y a un titre spécifique qui est dédié à mon père, parce qu'en fait cet album a quelque chose d'extraordinaire dans la mesure où je leur dis tout le temps que mon père est mon producteur, dans tous les sens. C'est le géniteur, il fut le père, et financièrement c'est lui qui a assuré. Dans quel sens? Mes frères, on s'est réunis un jour, je parlais de l'album à mes frères qui écoutaient tout le temps les morceaux, et mon frère aîné me dit, Bitova, vends un tableau de ton père pour assurer la sortie du disque. Je lui dis, l'ami, tu me dis ça? Je l'appelle l'ami, mon frère aîné, Kléber. Hein. Il me dit, l'ami, je lui dis, oui, vends un tableau. Et du coup, j'en parle à mes petits frères, les autres, ils me disent, oui, pourquoi pas? En fait, on nous a dit, ma mère nous avait dit clairement, avant sa mort, elle nous dit, écoutez, si vous avez des difficultés, ces œuvres-là sont là pour ça. Et quelque part, je dis, mais finalement, c'est mon père qui m'a produit. Donc, mon père m'a produit. Je suis chez Charles Aubin Productions que j'ai créé par la suite, mais grâce à ce tableau qui a été vendu et qui m'a permis de sortir ce disque.
Mais jusqu'à présent, on sait à quel point tu portes Haïti dans ton cœur, que ce soit dans tes compositions, que ce soit dans tout ce que tu as. Énormément. Oui, énormément. Mais ça fait quand même plus d'une décennie que tu vis à l'extérieur du pays. Ton cœur est resté ici. Mais alors pourquoi cet éloignement physique? Magnifique question. En fait, dans la vie, on rencontre des gens extraordinaires. Et quand nous rencontrons ces gens extraordinaires, il nous arrive de nous demander pourquoi ne pas faire la route avec cette personne-là. J'en ai rencontré des femmes extraordinaires, j'en ai rencontré vraiment des merveilles. J'imagine. Non, mais vraiment des merveilles. Je les salue, elles se reconnaîtront. Mais quand j'ai rencontré Dominique, qui est devenue ma femme par la suite, je me suis dit que j'allais faire route avec elle. Et elle était déjà journaliste en Belgique. Et donc voilà, je suis parti, je l'ai suivi. Ah oui, tu as suivi ton cœur. J'ai laissé mon cœur me guider. Voilà. Donc c'est plutôt un choix de cœur partagé entre cette femme. Mais j'ajoute en plus par rapport à la question que le fait de vivre loin du pays ne m'empêche pas de vivre avec le pays et dans le pays spirituellement. Peut-être pas physiquement, mais spirituellement, je suis soudé. Et donc, la technologie aidant, j'ai les informations au quotidien, je suis les informations tous les jours. Donc, je vis au battement de cœur d'Haïti. Ça veut dire que je suis le rythme cardiaque de mon pays. J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets à tes pieds se balancent. Couleur café, que j'aime ta couleur. L'effet que ça fait de te voir rouler ainsi les yeux et les hanches. Si tu fais comme le café, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter. Ce soir la nuit sera blanche. Couleur café, que j'aime ta couleur. Je sais qu'à une certaine période, je ne sais pas si tu le fais encore, tu as mis sur pied une chorale avec l'école, que fréquente ta fille justement. Mais tu en as parlé lors d'une interview. À cette école, ils faisaient, je ne sais pas s'ils le font toujours. Ils faisaient des œuvres pour Haïti. Après le tremblement de terre, j'ai parrainé un orphelinat ici. J'ai fait monter une sorte de site aquatique pour les enfants, etc. Il y avait de l'eau potable et qu'on assurait, etc. Ce qui était intéressant, c'est ce qu'ils faisaient chaque vendredi, c'est ça? Et chaque élève apportait... Tous les vendredis, ils organisaient ce qu'on appellerait Journée Haïti. Journée Haïti, les familles apportaient un petit repas, mais pas un petit repas, par exemple, une maman faisait un gâteau, un autre faisait... Et peu importe, il y a des trucs à vendre, etc. Et les enfants achetaient à 50 centimes, 1 euro, etc. Et ils rassemblaient l'argent, ils mettaient dans une caisse. Et cette caisse, en fin d'année, moi, j'organisais un concert pour vraiment renflouer la caisse. Et je prenais cet argent et que je finançais ici en Haïti. J'ai financé des étudiants et j'ai financé un orphelinat ici. Magnifique. Mais dis-moi, 30 ans de carrière, 30 ans, mais vraiment... oui, c'est comme hier. 30 ans à faire de la musique engagée comme ça.
ça a commencé comment? C'est-à-dire, où tu puises toute cette inspiration, toute cette envie de dire... C'est le pays. Je pense que c'est le pays et faire de la musique, c'est pas seulement dire, c'est pas seulement écrire un texte, c'est aussi aller vers d'autres musiques, écouter, enrichir son vocabulaire musical et trouver un bon mariage entre un texte qu'on peaufine et une bonne mélodie. Haïtiens rassemblés, pas d'une pas mêlés. Oh, Haïtiens rassemblés, nous tous concernés. Pour ça pas bon, pour ça pas bien passé, c'est nous tous qui crier. On est vaillant d'Haïti, pas d'une pas mêlé. On est vaillant d'Haïti, nous tous concernés. Près de 200 ans, nous chantons liberté, mais qui côté nous y est. Bien des 100 ans, pays mal à toucher, son seul chant l'a chanté. Moi malade couché, pas à lever. Et ta musique est parsemée, c'est-à-dire quand on essaie de catégoriser le genre de musique que tu fais, on dit qu'on y retrouve un peu de blues, mais toi-même, si tu devais identifier une source, c'est-à-dire une tendance à laquelle tu puises afin de produire le genre de musique que tu fais. Je pense qu'il y a 3 facettes. C'est pour ça que je dis que ma musique est un coup bas bras. Le coup bas bras, c'est Cuba. Parce que Haïti a subi une influence cubaine qu'on ne puisse s'imaginer parce que souvent, avant les révolutions de ces 2 pays-là, les Cubains venaient et jouaient de la musique au bicentenaire. Ça veut dire qu'il y avait toujours un lien entre Cuba et Haïti. Et je pense que cette musique, on la ressent à travers les musiques septentrionnes, la musique par exemple, l'orchestre septentrional, c'est les gens du Nord. Les gens du Nord nous font sentir qu'ils ont un rapport avec Cuba en écoutant cette musique-là. Moi, je pense que dans ma musique, il y a la sauce cubaine, il y a Haïti, qui est pour moi le pilier de ce que je fais, rythmiquement et musicalement, dans le sens où l'inspiration provient d'Haïti. Et puis à la musique brésilienne, puisque je suis guitariste, les Brésiliens m'ont permis d'élargir mon langage musical. Je pense que le langage musical est ô combien important, sinon on ne pourra pas s'exprimer. C'est comme parler comme nous faisons maintenant. Si nous n'avons pas suffisamment de vocabulaire, nous ne pourrons pas nous exprimer. Eh bien, il existe un vocabulaire musical. Quand on s'enrichit musicalement, mieux on parlera, mieux on s'exprimera. Et c'est peut-être la proposition que je ferai à notre jeunesse. C'est pas une critique ni de reproche. Pas de critique, pas de reproche, mais une proposition d'élargir le langage musical. Ça va mieux leur permettre de s'exprimer, ça va leur permettre de franchir, puisque ceux qui nous écoutent ailleurs, ils ont déjà un culte, ils ont déjà une éducation musicale, un culte d'appréciation. Le culte d'appréciation, c'est par rapport à une évolution quelconque. Et ça, nous sommes en mesure d'aller là. Nous sommes en mesure d'apporter à cette autre partie du monde cette valeur que nous sommes en utilisant le langage universel, mais bien élaboré. Voilà. Changer, on prend le pouvoir, on ferme la loi.
français c'est composé, puis pays m'a enfoncé, enveloppé. Nous révisé moi-même fourré dans pâteau. Pourtant mes gros blocs ben c'est peine à temps. Nous révisé moi-même fourré dans pâteau. Pourtant mes gros blocs ben c'est peine à temps. Considérant la figure emblématique que tu es, quand on parle de musique, ah ben oui, considérant tout cela, est-ce qu'il y a au moins, je dirais, 5 personnes, filles ou garçons, femmes ou hommes, que tu considères comme, en fait, comment je pourrais dire ça, que tu apprécies particulièrement en tant que chanteur ou en tant que chanteuse, mais encore vivant de la musique haïtienne. Seulement C'est de Haïti. musique haïtienne. Seulement Haïti. Écoute, je parlerai certainement d'Emeline. Emeline, on a commencé ensemble, je l'ai accompagnée dès mon très jeune au Collège Saint-Pierre. J'étais fasciné par cette voix. Je trouve que c'est une voix, la voix féminine la plus fascinante que j'ai connue en Haïti. Je parlerai de James Germain, qui pour moi est une voix extraordinaire et qui a quelque chose de sensible. Il a quelque chose de très sensible dans la voix. Et moi, ce qui me tape dans la voix de James Germain, c'est encore mieux quand il chante moins fort. Parce qu'il me fait pleurer tout le temps quand il chante moins fort. Ouais, ça veut dire, vrai que sa voix est quand magnifique. il peut pousser, c'est un ténor qui peut même aller à devenir un baryton, mais c'est quelqu'un qui peut te faire une voix de tête qui te met par terre. Et c'est ce que j'ai aimé chez lui. Tout tape sous la tête dans des palais des îlets. Côté nègre appliqué pour ça changer. Sous affaire liberté en pilote nation l'aidé. Nègre vaillant, nègre nago, nègre daomé. Tout partout sous la terre, on dit c'est un pelier. Mais poussière tout m'en fait pas éclairer. Tout tape sous la terre, vrai développé. En pile malvé, en pavé marché. Tambour rassemblement pour nous frapper. N'a dit c'est un terre, la épée m'tendait, oh, si nous voulons la danser, faut l'organiser. Tout ça t'empêche de marcher. Je parlerai des jeunes que je découvre qui sont extraordinaires. Je parlerai de Sarah James, je parlerai de Coralie Hera, je parlerai de... Il y a une fille qui s'appelle Slouz, que je trouve magnifique. Il y a aussi Naïka, qui pour moi est une voix porteuse de la musique haïtienne, qui ne vit pas en Haïti, mais de parents haïtiens. Oui, je la connais, elle a interprété le morceau de Coralin, dédié à Liman Kazimi. Elle a interprété plein de trucs. Il y a un bagage musical dans ce pays qui mérite d'être mis sur scène. Il faut qu'on découvre ces valeurs-là, qui méritent d'être accompagnées. Ce qui est bien, c'est que tu as cité beaucoup de noms de jeunes artistes, donc ça montre que toi aussi tu vas à la rencontre de ces jeunes qui t'admirent énormément. Oui, moi je compte les inviter même sur mes albums. Je compte le faire d'arrache-pied. Donc j'ai deux invités en tête déjà pour le prochain album. Et ces deux invités-là seront
là pour le concert qu'on organisera à l'occasion de mes 30 ans d'anniversaire, de mes 30 ans de carrière. On attend tout ça avec impatience. Fort de tout ce qu'on vient de dire là maintenant, si tu avais quelques mots à prononcer. J'en ai plein à raconter aux jeunes, à oui, dire. bien sûr. Quelques conseils pour les jeunes, surtout que tu sais qu'il y en a beaucoup qui t'admirent ici en Haïti. Donc, quels sont tes mots pour eux? C'est pas pour faire une pub sur mon album, mais je vous dis, vous avez pour devoir de faire confiance, premièrement, à vous-même. Nous, c'est bon bagaille. Kembe colonne vertébrale, nous, droite. Parce que nous représentons bagaille sur la planète. Et deuxième chose, parler créole, apprendre notre langue. J'ai fait l'émission en français, mais je le dis parce que je pense que c'est un point de convergence d'une nation. Plusieurs pays parlent plusieurs langues, mais pays qui parlent une seule langue, non, il est toujours être fort. La Chine, la France, l'Europe subit un gros problème parce que ils tous pas parlent les mêmes langues. Donc, on parle créole, nous 12 millions d'habitants, on parle créole, on apprend notre langue. On va apprendre notre langue bien pour nous exprimer. De toute façon, ils ont déjà commencé à apprendre notre langue. Je parle créole, Duke University a parlé créole. Parler créole, apprendre notre langue, nous c'est bon bagaille. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, c'était Bitova Oba, 30 ans de carrière, une des auteurs, compositeurs, mais vraiment parmi les plus doués de sa génération. C'était vraiment un honneur et J'ai senti l'honneur, j'ai senti l'émotion dans tes propos et ta façon de le dire et je suis touché, moi je suis honoré. Je suis honoré de voir qu'il y a un jeune capable de me poser des questions qui me fascine, qui m'impressionne. Il y a un esprit de recherche, je t'encourage sur cette voie-là et continue, ça va porter grand fruit. C'est à moi de te remercier. Merci de m'accueillir sur ce plateau et merci à vous, auditrices et auditeurs, d'avoir été patients, hein, de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. C'est pas bien moi que nous gagnons. Pour qui c'est yo captivité, pour qui a marché sous l'origine garde l'état, on fait chaudière prête pas brouillée pour sèche, mais sans gaz, allumette pas allumé bon bêche. On allait la faire à Sangaya, pour petite nos cafés de l'heure, pour nous lever la nation. C'est nous-mêmes qui pour prendre décision. En nous montrer que haïtien, c'est bon rêve.
chaudière.